En ces moments d'intense agitation politique, et vous le savez, vous livrez un peu ma part de vérité sur la tenue de ce référendum auquel le président de la République nous a conviés. Et je me ferai le devoir, à ma triple qualité de citoyen libre, d'acteur politique engagé et d'élu ayant foi en son pays, en ses institutions et surtout en sa démocratie, de vous dire sincèrement le fond de ma pensée sur ce référendum. Ces passions qui se déchaînent sont symptomatiques du fait que notre pays tient difficilement à construire une démocratie accomplie. Et pourtant, à écouter le président Macky Sall, il nous dit qu'il s'agit pour lui d'approfondir la démocratie, de prêcher la bonne gouvernance, de renforcer l'état de droit et d'élargir les libertés. Si c'est cela, et si ce n'est que cela, bien évidemment que tout le monde est d'accord. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas que cela. Et pour moi, le moment et la voie choisie par le président Macky Sall sont contestables. Contestables en ce qu'en démocratie, le temps de l'élection n'est pas un temps innocent. C'est un temps important. Il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent parce que ce temps-là, c'est le temps de la responsabilité de l'élu suprême qu'il est. C'est aussi le temps du débat auquel chacun d'entre nous doit pouvoir librement prendre part. C'est surtout le temps du choix que nous autres citoyens devons exprimer de la façon la plus claire, mais en toute connaissance de cause. Pour ce qui me concerne, je voudrais m'exprimer librement sur ce choix. Je voudrais surtout ici ajouter ma voix à toutes celles qui ont marqué leur désaccord sur ce référendum en appelant à voter non. Un non qui ne relève pas de l'opinion d'un militant. Et vous le savez bien, j'appartiens à un parti politique. Mais un non qui découle d'un engagement personnel au service de la démocratie. Un non, j'allais dire un quadruple non, 4 fois non. Un non qui, loin de l'invective et de la passion déraisonnée, loin des calculs opportunistes et situationnistes, un non qui se justifie au plan éthique et moral, au plan juridique et légal, au plan politique et au plan social. Au plan éthique et moral, vous le savez très bien, ce référendum s'adosse à un reniement et sur la violation d'un pacte que le président de la République a passé avec le peuple, ce peuple qu'il a si magistralement élu un soir de mars 2012. Est-ce que Monsieur le Président de la République était lié par ce pacte? Oui, et je considère qu'il est lié par ce pacte, beaucoup plus même que par l'avis du Conseil constitutionnel qu'il est en train d'invoquer. Vous le savez, dans notre système politique, la parole du président ne relève pas que de simples mots. Loin de là. Et vous le vérifierez en lisant l'article 1er de notre Constitution. Que dit cet article? Cet article dit « Le principe de la République du Sénégal est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Une fois que ce principe annoncé, quelles sont les conséquences que nous pouvons en tirer? Ce principe, vous le voyez, instaure entre l'élu suprême, qu'est le président de la République, et le peuple, une ligne de confiance que rien ne doit venir interrompre, ni même perturber. Sauf si le mandat arrive à terme. Cette ligne de confiance entre l'élu suprême, qui est le président de la République, et le peuple, ne repose que sur la vertu incontestable du chef, qui consiste, quand il dit oui, à faire de telle sorte que cela soit oui, que cela soit toujours oui, et que cela soit enfin oui. Ce chef, dont les qualités humaines et morales, puisque n'étant que rarement responsable, vous le savez, le président de la République dans notre système n'est pas un citoyen ordinaire qu'on peut attraire comme on veut devant les juridictions. L'article 101 de la Constitution dit que le président n'est jugé qu'en cas de haute trahison. Donc, puisqu'il est difficile de mettre en jeu la responsabilité juridique du président de la République,
la seule chose qui reste au peuple, c'est de faire confiance en ses vertus de chef, en ses qualités morales, en ses qualités humaines, pour qu'il ne se renie pas. Parce que ce sont ces qualités qui garantissent au peuple la poursuite et la réalisation du projet démocratique. Mais que vaut la vertu du chef sans le respect de sa parole? Voilà la question. Que vaut la vertu du chef si le chef se renie sans le respect de sa parole publique, sa parole solennelle, sa parole que lui-même a déclamée urbi et orbi? Un mensonge aux États-Unis amène le président de ce pays, qui est une des démocraties les plus élaborées au monde, devant un risque d'impeachment. Alors, qui peut dire que la morale doit être absente de la politique? Personne. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que le soubassement de la politique, c'est bien les principes moraux, que le soubassement même de la vie, tout simplement, que c'est la morale. C'est pour cela qu'en démocratie, le respect de la parole du dirigeant est bien le gage d'une sécurité juridique pour qu'il ne passe pas son temps à revenir sur sa parole et à revenir sur ses engagements. Et à contrario, la violation de la parole affaiblit et même perturbe la démocratie. Ainsi, en démocratie, la question morale n'est ni innocente ni absente. Elle doit fonder le discours, elle doit fonder la posture avant de lier et engager le politique. Mais je vous ai parlé d'un quadruple nom. Le premier nom, je l'ai dit, est un nom éthique. Le deuxième nom est un nom juridique. C'est un nom juridique parce que nous en faisons le constat. Nous savons tous aujourd'hui qu'il est unanimement reconnu que ce que le Conseil constitutionnel a fait, c'est de rendre un avis sur une demande qui a été posée par le président de la République. Une demande d'ailleurs, curieusement, dont nous ignorons encore les termes. Qu'est-ce que le président a posé comme demande au Conseil constitutionnel? Vous le savez, vous? Nous, on ne sait pas. On a vu que l'avis du Conseil. Alors, le Conseil rend son avis, qui est un avis bien évidemment consultatif. Je crois que ça, tout le monde a fini d'être d'accord maintenant là-dessus, constitutionnaliste ou pas, et tout le monde est d'accord que n'étant qu'un simple avis, il ne saurait lier le président de la République, même si nous lui reconnaissons sa volonté à lui personnelle de se conformer à cet avis. Mais alors, est-ce que la volonté de Macky Sall est la volonté du peuple sénégalais? Voilà la question. Est-ce que le fait pour lui, président de la République, de dire au peuple « j'accepte l'avis du Conseil, je me conforme à l'avis du Conseil », est-ce que cela devait l'empêcher d'interroger quand même le peuple et de lui dire tout compte fait, que penses-tu de cet avis, toi, peuple sénégalais? Parce qu'on ne l'oublie pas, c'est ce peuple-là qui l'a élu, lui. Ce peuple-là qui l'a élu, il est donc au-dessus de lui, il est même au-dessus du Conseil constitutionnel. Parce que quand le Conseil délibère, il rend des décisions au nom du peuple sénégalais. Voilà pourquoi, juridiquement, ce référendum est tronqué. Parce qu'on a comme l'impression que le président de la République, partant de sa volonté propre, a interrompu le processus. Il y a, je ne dis pas une nuance, une différence, même une grosse différence entre le fait de dire « j'ai reçu l'avis, moi je voudrais m'y conformer » et le fait de dire au peuple sénégalais « que pensez-vous de l'avis ?» C'est là où on aurait eu un vrai référendum. Mais il a interrompu volontairement ce processus en extrayant de la consultation populaire la question relative à l'applicabilité de la réduction du mandat à l'actuel mandat en cours. Mais qui lui a permis cela? Donc, il ne permet plus au peuple de se prononcer sur cette question-là. Voilà pourquoi je dis, juridiquement, ce référendum, il est tronqué. Parce que pour ne pas aller vers le peuple, le président se fonde sur sa volonté personnelle. Or, il est recherché la volonté du peuple. Il est recherché l'expression de ce que le peuple pense sur cette question-là. Et volontairement, il ne l'a pas fait. Et c'est la raison pour laquelle je considère que, juridiquement, ce référendum relève d'un processus inachevé pour avoir été délibérément tronqué
par le chef de l'État. Voilà donc la question juridique et de droit que pose ce référendum et qui mérite qu'on lui apporte une sanction négative. Je vous ai parlé de 4 noms, j'ai évoqué 2, il en reste 2. Les 2 autres noms, c'est le nom politique et le nom social. Le nom politique, vous le savez, le référendum n'est pas une consultation ordinaire. Ce n'est pas tous les jours dans les démocraties qu'on se lève et qu'on dise on va faire appel au peuple. C'est même une voie de consultation extraordinaire en ce qu'elle est solennelle, elle est formelle, elle est réglementée. Parce que pour le référendum, il est question pour le peuple sur une question grave et qui engage son devenir de se prononcer en toute connaissance de cause. Ainsi, l'intérêt du référendum, au-delà de consulter le peuple, est bien de lui permettre de vider les grandes querelles politiques, sociales ou sociétales qui peuvent traverser et diviser parfois le pays. Peut-on, dans ces circonstances-là, si on définit ainsi le référendum, peut-on faire abstraction d'un débat? Non. Un débat public, un débat national, un débat préalable. Il ne s'agit pas de dire, voilà les questions que je soumets au peuple, allez dire si vous êtes d'accord ou non. Il s'agit, avant de consulter le peuple, de donner au peuple l'intérêt, la finalité et la portée des questions qui lui sont soumises. Or, on a fait abstraction de tout cela. Il n'y a eu aucun débat national, il n'y a eu aucun débat contradictoire, il n'y a eu aucun débat préalable pour que le peuple puisse se prononcer en toute connaissance de cause. J'aurais appris que le président va ouvrir des concertations. Trop peu, trop tard, et avec qui? Qui va aller maintenant se concerter avec lui puisqu'il a fini le processus, il l'a épuisé? Mais le débat n'a pas de sens. Et moi, je le dis et je le répète, Macky Sall n'a pas été élu pour faire moins qu'Abdoulaye Wade. Souvenez-vous du référendum d'Abdoulaye Wade en 2001. Nous, socialistes, avions dit, nous allons voter oui. Nous allons voter oui parce que tout compte fait, Wade ne change même pas les termes de la Constitution sous l'empire de laquelle nous étions aux affaires. Tout nous convenait, on allait voter oui et nous avons voté oui. Mais est-ce que ça a empêché Wade de faire un débat? Et pourtant, nous, ces principaux contradicteurs, nous étions avec lui d'accord pour le oui. Qui était contre? Quasiment personne. Mais Wade avait tenu sur le principe à organiser un débat au Palais de la République. Vous vous en souvenez tous, c'était une sorte de forum où il a soumis les questions au peuple et où les gens ont discuté, les différents acteurs de la société civile. Mais pourquoi Macky Sall n'a pas fait cela? En considérant que la simple propagande de ses militants ou de ses sympathisants suffirait. Lui, il a le devoir d'élucider le peuple. Il a le devoir d'éclairer le peuple parce que c'est lui qui est investi de ce mandat et pas les autres. Donc, je considère que sur le plan politique, ce référendum est aussi tout tronqué. Il est tronqué dans la mesure où on va demander au peuple de se prononcer sur des questions. Et je donne un exemple. Si le président veut que les candidats indépendants participent à tous les types de scrutins et d'élections, vous ne pensez pas que ça mérite un débat? Au moment où tous les Sénégalais sont en train de dire rationaliser l'espace des partis politiques, lui veut en rajouter. Pourquoi nous ne discuterions pas de ça? Pourquoi, quand il repose le principe de la laïcité avec les forces politiques et religieuses, parce que nous, héritiers de Senghor, avons une définition bien particulière et bien sénégalaise de la laïcité, qui ne saurait être absente du fait religieux. Mais pourquoi on n'en discuterait pas avec les marabouts, avec les chefs religieux? Tous ceux qui l'ont précédé sur des questions aussi sensibles que celle-là ont engagé un débat préalable. Lui ne le fait pas. Quant au plan social, franchement, est-ce que vous pensez, en toute connaissance de cause, en toute objectivité, que le résidu de questions, je dis bien le résidu, parce qu'après avoir extrait le problème du mandat, il ne reste qu'un résidu de questions. Vous pensez vraiment que ça nécessite une consultation référendaire? Avec des milliards, peu importe les montants, certains annoncent 2, d'autres annoncent 4. Pourquoi, à partir de ce moment, ne pas soumettre la question de la révision à l'Assemblée nationale, qui juridiquement, constitutionnellement est outillée pour cela? Est-ce qu'on a besoin de mobiliser tout le monde, de mobiliser l'argent du pays pour un résidu de questions dont l'intérêt, la prégnance et surtout l'urgence
ne sont pas démontrées. Pourquoi on ne ferait pas ce référendum à la veille ou même en même temps que les législatives? Il y aurait peut-être que la question des candidatures indépendantes à ce moment-là qui ne se réglerait pas. Mais si ce n'est pas pour ce coup-ci, ça sera pour le coup d'après. Et on économiserait ainsi des milliards qui, ici au Sénégal, ont leur place quelque part. Quand j'entends les enseignants manifester, revendiquer, même pas de nouvelles revendications, mais demander seulement à l'État de respecter les engagements auxquels il a librement souscrit. Quand je vois les magistrats, parce que c'est mon domaine professionnel, se lamenter du fait que non seulement leurs décisions sont commentées par l'exécutif, mais que l'exécutif refuse même de se les appliquer quand ça va à l'encontre de son intérêt, quand eux demandent plus de respect par rapport à leurs décisions et plus de moyens pour pouvoir mieux travailler au service du peuple, quand je vois les travailleurs des collectivités locales, parce que je suis maire, qui, à force d'errement de l'acte 3 de la décentralisation, ne savent plus à quel sein se vouer, vous ne pensez pas que cet argent peut aller quelque part de plus utile, de plus nécessaire, plutôt que de répondre à des questions pour lesquelles on avait d'autres solutions possibles? Voilà pourquoi, au plan social, ce référendum-là n'a pas sa place. Et nous sommes dans un temps assez curieux, un temps politique assez curieux. Moi, je dis que ce temps, c'est un temps précieux. C'est un temps précieux en argent, c'est un temps précieux en mobilisation et que le président de la République aurait pu le consacrer à d'autres choses de beaucoup plus utiles pour le Sénégal et l'intérêt des Sénégalais. Mais que voulez-vous? La politique au Sénégal est devenue le champ du discrédit. Il n'y a qu'un seul poison qui menace la politique au Sénégal, c'est le discrédit. À force de faire de la sphère politique le grand théâtre national des reniements spectaculaires des hommes politiques. Et ce discrédit, on aurait pu s'en sortir par ce référendum. Moi, j'avais pensé que honnêtement, objectivement, sincèrement, que ce référendum devait être la formidable occasion pour le président Macky Sall d'une belle et courageuse réconciliation entre le peuple sénégalais et sa classe politique. Hélas, je constate que ce train-là, nous sommes en train de le manquer. Et je vous remercie de votre attention. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.